Et c'est là où en fait la limite arrive, c'est quand tu es en situation d'insécurité. Là, cette équipe, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Qui ose prendre la décision, qui va peut-être nous remettre encore plus dans l'insécurité, quelle décision on prend. Et donc le manque de décision a fini par avoir notre peau, puisqu'en 2020 on a perdu beaucoup d'argent. Et en 2021 ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas super. Et pour rien te cacher, dernier trimestre de 2021, j'ai compris que le manque de décision était en train de nous tuer. Et du coup j'ai remis des leaders. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de Leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Rouvier, la présidente de FCE France en visite en Nouvelle-Calédonie pour une visite express de 3 jours. Bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour, merci, je vais très bien, ouais. Il fait chaud donc ça va. On est au café Le Bout du Monde, café-restaurant Le Bout du Monde, donc c'est pour ça que vous entendez de l'animation musicale et des bruits de voix. Alors Karine, elle est PDG de RG Group, une PME qui évolue dans les milieux du BTP et du transport, et elle est aussi élue à la tête de l'Association des femmes chefs d'entreprise de France. Comptable de formation, elle a passé 14 années de sa vie comme directrice administrative et financière d'un des plus gros franchisés de McDo. En 2005, l'occasion s'est présentée de racheter une entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation. Et c'est par le désamiantage que le business va décoller vraiment. Elle fait son chemin et en 2020, Karine, tu as créé une société de transport que tu as appelée Liaison Dangereuse. Et tu as racheté une petite entreprise de métallerie, Barrel SA, en pleine crise de Covid. Depuis 15 ans, après tes débuts de chef d'entreprise, maintenant tu es à la tête d'un ensemble de 5 sociétés, le RG Group, qui emploie 180 personnes et affiche un beau chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros en 2020 et 2021. Tu es la fondatrice de l'antenne de l'association FCE Seine-et-Marne et tu t'es aussi engagée pendant 9 ans au Conseil des prud'hommes de Bobigny. Depuis le 1er janvier 2021, tu es la présidente de FCE France. Alors dis-moi Karine, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est un beau portrait, je pense que je vais te demander de me le faire en CV, comme ça quand on te demandera mon parcours, je vais te connaître quelque chose de condensé et presque un pitch sur moi-même. Donc merci beaucoup de ces recherches que tu as faites. Je pense qu'il te manque juste le petit épisode qui en général fait rire tout le monde, c'est que mes parents étaient communistes et donc ça fait souvent rire les gens parce qu'en fait quand j'étais jeune j'allais aux manifestations pour le droit du travail, etc. Donc mon père vendait l'Humanité Dimanche le marché, donc voilà, j'étais vraiment sur les fondamentaux du communisme. J'ai une très grande famille avec des oncles, des tantes, des cousins, etc. Et c'est vrai que j'ai très peu d'entrepreneurs dans ma famille, donc forcément ça demande à une grosse remise en question quand on n'a pas été issu du monde de l'entrepreneuriat pour arriver à ce monde-là en fait. Voilà. Mais sinon, belle démonstration de recherche journalistique. Bravo. Merci Karine, merci. Alors tu sais, moi ce qui m'intéresse, c'est le leadership. Et je suis comme Peter Drucker qui dit qu'il n'y a pas de leader né, il n'y a pas de personnalité type de leader, mais que c'est une histoire de comportement qui va rencontrer un contexte, qui va faire une alchimie. Alors moi j'aimerais comprendre à quel moment dans ton parcours tu as pris conscience que tu étais leader et est-ce que ça a été dans ton entourage familial, alors puisque tu étais plutôt du côté de ceux qui revendiquaient des droits pour les salariés, mais peut-être que finalement il y a du leadership aussi là-dedans. Alors moi je revendiquais rien du tout, c'est mes parents qui étaient communistes, mais je crois que j'ai jamais été communiste au final. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Si je fais un peu, si je vais chercher dans mes souvenirs, je me souviens que quand j'étais toute petite, je faisais déjà ma commandante avec les enfants qui étaient autour de moi. Ouais. C'était souvent moi qui décidais des choses et j'étais pas trop d'accord pour qu'on me dise le contraire. Je pense que le fait d'avoir été l'aîné de 2 frères avec des parents divorcés, avec des histoires compliquées, ça m'a obligé à prendre les choses en main et pas avoir peur. J'avais comme mission, parce que j'ai quand même de l'écart avec mes frères, j'ai 6 et 9 ans d'écart avec eux. Je me suis souvent positionnée comme la protectrice de mes frères contre les autres petits garçons pas très gentils. Donc ça amène du leadership parce qu'il a fallu que j'enlève un peu la peur d'aller affronter l'adulte. Du coup, j'ai affronté régulièrement l'adulte pour protéger mes frères. Et puis des petites touches de on essaye, on demande un truc, ça passe, on demande un deuxième truc, ça passe. Après, en grandissant dans le business, etc., j'ai plus eu du mal à acquérir la fonction commerciale de mon poste qui est peut-être assimilée à du leadership, c'est-à-dire on a toujours une espèce d'appréhension à demander les choses aux gens. On a toujours l'impression qu'ils vont nous dire non, qu'ils vont mal nous parler. Au final, j'ai avancé mes petits curseurs du commerce en allant de plus en plus loin, etc. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas mal.
Alors je fais ce parallèle parce que je trouve que le rapport à l'humain quand on est leader, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on pousse un curseur par-ci, on en pousse un par-là, et on voit ce que ça donne, comment ça réagit. Et bah, quand le curseur est avancé, c'est rare qu'on fasse marche arrière. Et je pense que c'est l'addition, effectivement, comme tu dis, des environnements, l'addition d'environnements et de choses qui font que j'ai mis du leadership en route. Après, pour être honnête, beaucoup de gens me disent que j'ai du charisme, et je ne sais pas d'où ça vient, on en parlait tout à l'heure. Oui. Donc j'ai beaucoup de charisme, est-ce que c'est lié au leadership ou pas, c'est un peu mélangé pour moi. Donc voilà, mais après si je réfléchis, ouais, le leadership, je pense qu'il y a dû avoir des moments dans ma vie où j'étais ou impressionné ou très mal à l'aise. J'ai eu comme plein de femmes, j'imagine, je me suis fait agresser plusieurs fois par des hommes. Alors j'ai pas subi de violence outre mesure, mais je me suis plusieurs fois retrouvé dans des situations à risque en tant que femme. Parce qu'en fait, un jour, j'ai été poursuivi pendant 2 mois par un gars qui me suivait régulièrement. Je devais avoir 14-15 ans. Et j'avais très peur à l'époque. Je me cachais pour rentrer chez moi, etc. Et un jour, j'ai compris qu'il avait compris où j'habitais. Et du coup, le lendemain, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, je vais faire différemment. En fait, ce qui l'amuse, c'est de voir que ça me fait peur. Donc le lendemain, j'ai arrêté d'avoir peur. Je me suis armé de courage. Et là, je me suis rendu compte que je peux avoir une influence sur les gens qui avaient une influence sur moi. Je peux en avoir une aussi. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué parce qu'effectivement, ce jour où, quand tu as 14 ans et qu'il y a un homme qui te fait peur dans la rue, qui te suit, et qu'au bout de 2 mois, d'un seul coup, tu te retournes et tu dis maintenant, viens, je te casse la gueule, et si tu continues, je vais chez les gendarmes, et tu oses affronter en fait le sujet, et que le mec se barre en courant et tu le revois plus, et bien là, tu te poses des questions sur ce que tu es capable de faire autour de toi, de l'influence que tu as autour de toi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment, tu as raison, je pensais que j'avais un leadership naturel, mais grâce à toi, je me dis, effectivement, je l'ai construit au fur et à mesure d'affronter mes peurs, d'oser affronter mes peurs et d'aller de l'avant. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ouais, il y a de l'audace, un mélange d'audace, de courage. C'est ça. Est-ce que du coup, je dois remercier les gens qui m'ont agressé ou pas? T'en penses quoi? Est-ce qu'on fait ça? Je sais pas. Ce serait un comble. Ouais. Non mais quand j'y pense, je trouve ça juste incroyable. En fait, que je suis en train de te dire ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Non, c'est plutôt que j'ai décidé de prendre les choses du côté positif, en fait, je pense. Voilà. Oui, je pense que tu peux te remercier toi d'avoir réussi à retourner la situation à ton avantage, parce que je pense que pour d'autres personnes, ça n'a peut-être pas été le cas. On a tous des façons de réagir différentes par rapport à... Je pense que c'est la réaction qu'on a, comme on dit, on choisit pas les événements, mais on choisit comment on y réagit. Souvent, je repars en mode guerrière quand il y a quelque chose qui me dérange. Je repars plus en mode guerrière qu'en mode cloîtré au fond de mon lit à attendre que ça passe. Enfin, c'est vraiment une image, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Et je pense qu'à l'époque, j'ai dû décider ça parce que ça allait bien, quoi. Parce que pendant 2 mois, tu as un gars qui te suit, tu te dis, non, quoi, en fait, je ne vais pas passer ma vie à me planquer quand je rentre chez moi, quoi. C'est peut-être l'amorce de ça. Après, les parents divorcés, le fait d'être la fille unique et tout, je pense que ça a contribué aussi. Donc, parce que, bon, voilà, avec quelques violences avec ma mère, mon père, etc., c'est un peu compliqué quand même. Donc là aussi, j'ai pris un peu de leadership. Mon père fait 1m90 et donc il tapait sur ma mère, c'est arrivé plusieurs fois. Et puis un jour, pas fait, je protégeais mes frères, que ça n'arrive pas jusqu'à eux. Un jour, pas fait comme un autre, j'ai décidé que ça suffisait. Donc je devais avoir peut-être, je sais pas, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et j'ai décidé que ça suffisait, j'ai mis mon père à la porte. Donc ma mère en pleurs, mes frères cachés, etc. J'ai appelé les flics, on a changé les serrures, etc. Et ce jour-là, j'ai compris que du haut de mes peut-être 1m60 à l'époque, j'avais la capacité de me retourner contre mon père et de le mettre dehors. Je pense que ça m'a picousé au leadership au moins pour les 50 ans qui arrivent. Ouais, je crois, ouais, aussi, ouais. Voilà, je pense que c'est juste t'as raison, des rencontres et des réactions qui font qu'on se rend compte du pouvoir qu'on a sur les autres, en fait. Ouais, voilà. Et de l'utiliser à bon escient, pas à mauvais escient, mais à bon escient, en fait. Ouais, c'est intéressant là ce que tu viens de dire, de l'utiliser à bon escient. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que les valeurs que je défends, du respect des hommes et des femmes, bien sûr, de mon militantisme sur la place des femmes, je sais que j'ai du pouvoir sur les gens. J'en ai conscience, ça, par contre, parce que je sais que quand je prends la parole et que je choisis les bons mots et que j'appuie sur certaines choses, je vois comment les gens me regardent et je me rends compte que j'ai du pouvoir sur eux. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je m'autorise à en faire. Et je m'autorise toujours à essayer d'en faire quelque chose de bien et qui correspond à mes valeurs, c'est-à-dire le respect, le respect des compétences des gens, par exemple dans mon boulot, le respect de la liberté de chacun, parce que pour moi la liberté c'est fondamental. C'est écrit d'ailleurs sur mes tatouages, c'est marqué libre et indépendante. C'est marqué aussi toujours vaincre et jamais subir. Donc voilà, c'est vraiment ancré en moi cette liberté, qui me joue des tours d'ailleurs, parce que j'ai souvent tendance, même d'ailleurs tout le temps, je pense que les gens ont la même soif de liberté que moi. Et du coup, ma relation aux gens est compliquée. Mon leadership, c'est de laisser aux gens la capacité de se gérer tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup,
comme j'ai du leadership, les gens pensent que je vais prendre des décisions et je les emmène quelque part, alors qu'en fait, moi, mon seul objectif, c'est de les laisser trouver leur chemin tout seul. Du coup, ça crée des dissensions régulièrement. Et ça, j'ai un peu de mal à le gérer. Au fil du temps, j'apprends. Enfin, j'ai 54 ans, il va être temps que j'apprenne un peu plus vite que ça parce que c'est un peu pénible. Ouais, la liberté, pour moi, c'est fondamental et je sais que j'ai le pouvoir. J'ai du pouvoir sur les gens. Et je me méfie parce que, par exemple, si je suis contrarié et que je me mets en colère, ou je râle pour un truc, et mes 20 secondes de râlerie qui sont vraiment juste un coup de nerf tout de suite, ah ça m'énerve, hein, je sais que ça a beaucoup d'ampleur sur les gens, ce qui moi correspond à une petite bricole de 3% de mon énergie, les gens le perçoivent comme 70% de leur énergie négative. Et du coup, je dois faire gaffe à mon leadership là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'envoie en négatif. Voilà, c'est assez délicat. Voilà. Donc voilà. Et dans mon leadership aussi, j'ai un défaut sur lequel j'essaie de travailler là depuis déjà plusieurs mois. J'ai pas besoin qu'on me remercie pour ce que je fais. J'ai l'impression que les gens aussi n'ont pas besoin de ça. Toujours dans l'idée de la liberté, j'ai cette impression que les gens s'auto-satisfont de ce qu'ils font. Moi, je me dis à partir du moment où je choisis ce que je fais, je suis satisfaite d'avoir eu la liberté de choisir. Et ça me suffit. J'ai pas besoin qu'on me dise merci. En fait, ça m'intéresse pas en fait qu'on me dise merci. Et ça, j'ai appris, quand on me dit merci, j'ai appris à dire merci aussi. Avant, je disais pourquoi tu me dis merci. Donc j'ai arrêté de faire ça. Mais voilà, c'est compliqué pour moi. Ça, c'est compliqué. Il y a des notions qui sont pour moi pas. Donc quand les gens me suivent, je leur dis merci. Alors que pour moi, je n'ai fait que leur laisser le choix de me suivre. Du coup, voilà, ça, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je comprends très bien. C'est complexe. En fait, finalement, même s'ils ont le choix, le fait qu'ils te choisissent toi, tu peux leur dire merci pour ça. Ouais. Ça serait... T'as raison. Merci pour la piste. Merci pour la piste. Là, c'est un sujet en ce moment, je travaille là-dessus. Et plus, alors ce qui est bien intéressant, c'est que dès que tu intellectualises des notions comme ça, plus tu travailles dessus, c'est un peu comme le sport, hein, plus tu t'entraînes et plus ça avance tout seul. Et je me rends compte que je remercie les gens beaucoup plus facilement qu'avant. D'abord, je l'avais dans ma tête, de dire merci aux gens, mais je ne le disais pas au final. Et plus je me rends compte, je l'écris, je le dis, et plus c'est facile. Et plus je me dis, les gens méritent que je leur dise merci. Et à l'inverse, plus je fais ça, et plus j'ai de leadership sur les gens. Exactement. Et donc je me retrouve avec mon problème de je sais pas comment faire. J'ai l'air torturé quand même. Hein. Une leader torturée, mais ça existe. Une leader torturée. J'en ai trop en fait, je sais pas comment faire. Oui, non, mais en fait, c'est très intéressant de voir à quel point tu as conscience de l'influence que tu peux avoir sur les autres, tout en ayant du mal à gérer la puissance. C'est à mon avis un sujet important, la communication. Qu'est-ce que je communique pour dire quoi et quel impact ça a sur les autres. La vraie difficulté chez moi, c'est le non-verbal. Le verbal, ça, j'arrive, depuis le temps que je fais la parole en public, etc., j'arrive à... Le verbal, je m'en sors à peu près, mais tout le non-verbal, parce que tu racontais tout à l'heure, je rentre dans le bureau d'un ministre, je dis bonjour, j'attends simplement qu'il ait fini sa conversation téléphonique, je m'assois et le ministre me dit « Oh, quel charisme, quand vous rentrez, ça inonde la pièce. » Tu veux que je fasse quoi avec ça, en fait? J'ai juste dit bonjour. Et ça, je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc la communication, c'est surtout la non-verbale en fait qui me met à défaut. Et comme je sais que les gens, quand tu communiques avec eux, il n'y a que 30% du verbal qui passe, et 70%, je suis désolé, je les maîtrise pas. Voilà, c'est un problème. Et j'essaie de maîtriser les 30%, je fais ce que je peux avec ça. Mais t'en maîtrises déjà, je pense que tu maîtrises beaucoup de non-verbal aussi. Mais oui, voilà, ouais. Mais tu sais, c'est normal, on a tous une partie de notre énergie qui nous échappe, de notre image qui nous échappe. On n'a pas conscience exactement de l'image. Si on se disait tous là dans la pièce, on est assez nombreux, qu'est-ce que tu vois de moi? On serait surpris. Sûrement de ce que les autres peuvent penser de nous. J'imagine parfois que l'intelligence artificielle puisse nous permettre à chacun d'avoir une petite étiquette autour de nous avec un espèce d'image de voilà ce que je vois de moi. Et je me dis on se ferait peur, c'est-à-dire que beaucoup de gens se verraient comme un monstre ou beaucoup de gens se verraient comme quelqu'un de ratatiné complètement. Et je trouve que c'est imaginer qu'on puisse à l'extérieur avoir un petit panneau qui nous montre comment on se sent et comment on se voit. Je trouve que ce serait juste incroyable la relation entre les... Du coup, ça changerait complètement la relation entre les gens. Ça veut dire que quand je démarre l'entretien, par exemple, je me sens forte, grande, Wonder Woman, et puis au cours de l'entretien, tu me vois me ratatiner toute petite dans un coin. Toi, je trouvais ça... je suis fascinée par ça, en fait, par l'aspect de qu'est-ce que les gens ressentent. Et voilà. Je suis souvent, j'ai travaillé, sans le faire exprès d'ailleurs, j'ai travaillé l'écoute active. J'ai travaillé aussi la négociation, tu écoutes, tu emmagasines et tu vois comment tu peux l'imaginer.
Le bas, c'est que c'est à la limite de la manipulatrice, donc du coup, je fais gaffe. J'ai lu beaucoup de trucs sur les manipulateurs pour voir où est-ce qu'il ne faut pas aller, en fait. Je fais attention. C'est pour ça que c'est important d'être bien connecté à ses valeurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, de faire attention à l'influence qu'on a sur les autres et à quel point ce dont tu parles là, c'est vraiment d'être conscient aussi de l'état émotionnel latent dans lequel on se trouve. Et on se rend compte que finalement, on peut avoir de la joie et de la peur, tout ça peut être très mélangé. Et dans la négociation, ça, c'est un élément effectivement qui est... mettre des étiquettes sur les émotions, ça fait partie des choses que j'essaye de travailler aussi, mais déjà mettre des étiquettes sur mes émotions, c'est compliqué. Je pense que comme plein de gens, je les fuis, je les mets de côté pour éviter de les affronter. Donc bon, ça, j'ai compris le principe, déjà. C'est déjà bien, j'ai compris le principe. C'est un premier pas. Donc j'essaye comme ça de temps en temps, mais bon, comme j'ai envie de les fuir, du coup, j'essaye pas souvent. Tu vois. Donc, voilà. Et dans la négociation, ce qui est intéressant justement dans cet exercice, c'est d'essayer de percevoir les émotions des autres et de mettre des étiquettes. J'ai lu un bouquin l'autre fois qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Je recommande à toutes les personnes de lire ce bouquin. C'était une vraie découverte. Donc, il donne vraiment des astuces, etc. sur comment mener une négociation. Vraiment, c'est très intéressant. Écoute, en termes de culture managériale, donc tu disais que toi, tu es plutôt une adepte de l'entreprise libérée, c'est-à-dire de laisser aux gens le maximum de liberté dans leur façon de faire. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement avec tes salariés, avec tes collaborateurs les plus proches et tes entreprises pour mettre en place ce principe-là ? Moi, j'étais très mal à l'aise avec le système pyramidal. Pendant plus de 12 ans, j'ai géré ma boîte en pyramidal. Ça me rendait complètement hystérique. Tu dois décider de tout pour des gens alors que tu ne fais pas leur travail. Et en fait, j'ai toujours cette problématique de la liberté de choisir des gens. Je ne supporte pas qu'on m'impose quelque chose. Du coup, je ne supporte pas d'imposer quelque chose aux gens sans avoir eu leur accord. Pour moi, ça c'est... Vraiment, je pense que c'est un fondement. J'aimerais bien un jour essayer de comprendre pourquoi j'ai ce problème-là. Enfin bref. On a dû m'imposer des choses contre mon gré, mais on est nombreux à avoir ça, pour autant on n'est pas tous des barges de la liberté, quoi. Enfin bref. Du coup, vraiment, le système pyramidal, ça me rongeait de l'intérieur, c'était vraiment quelque chose que j'acceptais pas du tout, sans avoir de solution. Pour moi, on a tous appris, le pyramide, le chef, etc. Voilà, j'avais pas de solution, jusqu'à ce que je rencontre un intervenant qui s'appelle Thierry Pic, qui a une société de nettoyage qu'il a créée en 68, et qu'il a créé un peu à l'image des 68 arts, c'est-à-dire ouais, c'est cool, tout le monde est sympa. Au final, il a mis un vrai système d'entreprise libérée en place, avec un vrai respect des gens, avec des petites équipes qui se co-administrent, etc. Enfin, le modèle qu'il a présenté, ça fait vraiment un flash dans ma vie et je me suis dit, c'est ce que je veux. Je veux plus du système pyramidal. Ce qui guide l'entreprise libérée, c'est celui qui fait qui sait. Ça, c'est une phrase que je dis chez moi en permanence. Alors là, je crois que je juge mes managers avec ça. C'est celui qui fait qui sait. Et pour moi, toutes les questions, toutes les réponses sont dans c'est celui qui fait qui sait. Donc après, on libère l'entreprise comme on veut, mais en se disant à chaque fois, on retourne à celui qui fait. C'est-à-dire quelles sont ses difficultés, comment on l'organise, comment est-ce qu'on l'aide. Et comment est-ce que lui nous aide du coup à faire celui qui fait derrière, en fait. Donc voilà. Donc l'idée c'était ça. Je m'y suis un peu mal prise quand j'ai mis en route. J'ai voulu aller trop loin tout de suite. Ça aurait pu fonctionner, mais en fait donc on l'a mis en route en 2017. Il y avait plusieurs strates. En fait, j'avais imaginé tout un système avec plusieurs strates. Parce que j'ai pas été chercher de conseillers, parce que les conseillers qui te libèrent ton entreprise avec des dogmes qu'ils ont mis en place et qu'ils comptent t'imposer, c'est toujours pas la liberté. Donc j'ai dit non. J'ai rien contre les coachs qui accompagnent, mais c'était pas mon point de vue. En 2020, il y a la crise qui s'installe et là, l'autogouvernance nous montre ses limites immédiates et j'aurais dû le voir avant d'ailleurs. L'autogouvernance a ses limites immédiates, c'est la prise de décision en zone d'insécurité. Quand tu mets des gens entre eux qui sont capables de travailler, quand tu es sur une croissance positive, etc., les gens peuvent prendre des décisions parce que c'est positif, etc. Donc moi, en fait, j'avais mis des groupes entre eux autour du client. Donc il y a toujours d'ailleurs, parce qu'elles existent toujours. Donc il y a des équipes avec le commercial, le chef de chantier, le bureau d'études, le service client, tous les opérateurs, enfin les ouvriers. Donc ils sont entre 15 et 20 et ils sont autour du client en fait. Okay. Donc en fait le client arrive dans une équipe, paf, tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde travaille ensemble. Donc moi c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et j'avais souhaité ne pas mettre de leader pour que chacun soit libre de sa décision. Et c'est là où en fait la limite arrive, c'est quand tu es en situation d'insécurité, cette équipe, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, qui ose prendre la décision, qui va peut-être nous remettre encore plus dans l'insécurité. Quelle décision on prend, et donc le manque de décision a fini par avoir notre peau, puisque en 2020 on a perdu beaucoup d'argent et en 2021 ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas super. Et pour rien te cacher, dernier trimestre de 2021, j'ai compris que le manque de décision était en train de nous tuer et du coup j'ai remis des leaders. Voilà. Alors ils les ont choisis, il y a eu quand même tout un process, mais en tout cas aujourd'hui j'ai remis des leaders et je me rends compte que tout ce travail qui a été fait pendant 3 ans n'a pas été perdu, malgré que du coup je recule un peu sur mes valeurs et ça me fait du mal, mais en même temps il faut que je sauvegarde ma boîte.
Tout ce travail qui a été fait sur l'autogouvernance, discutons ensemble, prenons des décisions. On a des réunions stratégiques tous les 6 mois où les gens entre eux voient quelle est la stratégie qu'ils vont mettre en place pour les 6 mois. Parce que moi, pour moi, la liberté va avec la vision. Donc je leur ai inculqué qu'est-ce que la vision. Et aujourd'hui, il y a un leader qui est rajouté. Et je vois que l'équipe, en fait, c'est encore plus soudée autour du leader. Donc je me dis, les gens ne sont pas prêts à être entièrement autogouvernés, dont acte. J'ai appris de ça. Et donc il y a des leaders qui du coup travaillent quand même en concertation avec eux. C'est pas des leaders pyramidaux, mais qui travaillent en concertation, qui prennent des décisions. Ou quand ils n'en prennent pas, ils ont choisi de pas la prendre. Donc voilà, j'ai libéré l'entreprise et en fait depuis le départ, j'ai tenu le discours de l'entreprise se libère d'elle-même et comme elle veut. On a le droit de faire marche arrière et de reprendre sur un autre chemin parce que la crise est là, parce que c'est compliqué. Et je continue ce chemin. J'ai quand même refait un peu de pyramidal, faut le dire, parce que il a fallu que je laisse des directeurs qui soient quand même aux commandes sur des grands principes. La direction technique, la direction financière, tout ça, ça peut pas s'inventer. Donc voilà. Mais je suis quand même plus en ligne avec mes valeurs. Pour moi, ce qui était important, c'est la liberté d'action des gens et le respect, bien sûr, le bien-être, etc. Je travaille dans des milieux dangereux, donc le bien-être, pour moi, c'est indispensable. Mais voilà, sur le monde de l'entreprise libérée, j'essaie de te le faire court. Chaque fois qu'on m'interviewe, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a tout un tas de mécanismes que j'ai mis en place, des choses qui se sont mis en place. Voilà, par exemple, on a des porte-paroles, on a un comité d'entreprise, mais j'ai surtout des porte-paroles. Donc il y a des situations transverses qui sont réglées entre eux, avec moi parce qu'ils ont besoin de moi. Mais au final, ils règlent entre eux. Voilà. Il y a tout un tas de mécanismes qui se sont mis en place. On a des groupes de travail qui remettent en cause des sujets complets de l'entreprise. Voilà, par exemple, ils travaillent sur les intégrations des gens. Comment est-ce qu'on intègre correctement une personne. Donc voilà, il y a plein de petites choses, plein de petites bricoles qui font qu'on libère l'entreprise à travers plein de petites choses. Voilà. Ce qui est intéressant, en tout cas ce que je retiens, c'est ce va-et-vient entre toi et eux, que ce soit d'un point de vue, on va dire pyramidal, enfin de toi qui est quand même la chef d'entreprise et eux, et également entre eux sur le plan transverse. C'est-à-dire qu'il y a une agilité de fonctionnement. Chez nous, on est très agile. Oui. Voilà, une agilité de fonctionnement, une agilité de communication qui permet au flux de passer, de repasser, et que tout peut être remis en question au niveau des projets, au niveau des process. Tout à fait, c'est ça. Et, voilà, donc, parfois, c'est instable et ça fait peur aux gens. Hein, donc, on y va tranquille sur la remise en cause des process parce que oui, c'est normal. Sinon, on les perd. Avec moi, il faut que tout aille très vite, ils sont au courant. Hein. Les gens, quand ils rentrent dans la boîte, ils savent qu'avec moi, il faut que tout aille très vite en fait. C'est compliqué parce qu'en plus, j'ai développé beaucoup de compétences. J'ai commencé, il y avait 4 salariés, aujourd'hui il y en a 200. Donc il y a beaucoup de compétences que j'ai acquises au fil du temps. Il y a plein de choses que je sais faire très vite, mais que j'ai plus du tout le temps. Et donc quand ça va passer vite, je me mets à le refaire, ce qui est n'importe quoi. En termes de leadership, c'est carrément... Quand je fais ça, je suis au fond du trou, mais je peux pas m'empêcher. J'essaie d'expliquer aux gens que je fais pas exprès, mais voilà, bon, j'essaie de me contrôler quand même. Hein. Ah ouais, ben on est des humains. Hein. C'est ça. Je suis un humain, c'est ça. On a tous nos moments où on chute, on rechute. Ok, bah écoute, merci beaucoup Karine pour cet entretien et cet échange vraiment que j'ai trouvé passionnant. Voilà, le leader, comment t'as dit? Leader enragé? Non, comment t'as dit? Torturé, le leader torturé. Oh là là. Les deux cœurs. Je repars avec une belle étiquette. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé cet entretien, je pense que nos auditeurs vont y trouver beaucoup de valeur. J'espère qu'on te reverra bientôt. J'espère aussi. En 2024 peut-être en 2024, voilà. On en reparlera d'ici là. Merci. Ok, merci beaucoup à toi.